Je suis Reda Taleb et j'ai le plaisir de vous accueillir à votre rendez-vous mensuel qui traite de l'actualité du marketing, de la publicité, des médias et du digital au Maroc et à l'international. Le Mac du GAM, ce sont des thématiques qui vous intéressent, discutées par des experts connus et reconnus, les chiffres clés de l'industrie, des benchmarks et des success stories. Sans plus attendre, commençons par les chiffres clés de l'industrie. Au 15 juin 2022, les investissements publicitaires s'élèvent à 3,41 milliards de dirhams, stable par rapport à l'année dernière, toujours en léger retrait par rapport à 2019, l'année de référence. En termes d'investissement par secteur d'activité depuis le début de l'année, sans trop de surprise, les télécommunications reprennent la pole position avec 625 millions de dirhams, juste devant les administrations et l'alimentaire. Selon les chiffres du SIOMED, la consommation de la télé et de la vidéo se fait à 86% à la maison et 3,2% à l'extérieur. Pour ce qui est de la consommation de la télé et la vidéo sur PC, tablette et smartphone, elle est à hauteur de 9,4% à la maison et de 1% à l'extérieur. La consommation de la télé et de la vidéo se fait à 88,5% en live TV, 9,8% vidéo sur Internet, 1% la TV sur Internet, vient en dernier lieu la VOD avec seulement 0,6%. Pour ce qui est de la consommation de la radio selon les chiffres du CIRAD, l'année dernière, 2021, a été en stabilité par rapport à l'année d'avant et nous attendons avec impatience les chiffres du deuxième trimestre de cette année. C'était tout pour les chiffres du GAM. Passons à présent à la deuxième rubrique de notre émission, le débat du GAM. Pour l'épisode de ce mois, nous avons décidé d'aborder la data au cœur du marketing. Et c'est le thème que j'aurai le plaisir d'aborder avec mes invités. Badra Mekhi, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors d'abord, je suis ravie d'être ici aujourd'hui parmi vous. Donc, je suis Badra Mekhi, directrice marketing, communication et business development au CMI. J'occupe ce poste depuis 2013. J'étais auparavant chez Procter & Gamble pendant 7 ans, où j'ai occupé diverses fonctions en supply chain et en customisation. Depuis 2013, j'ai intégré le CMI et j'ai travaillé sur divers projets à la pointe de la technologie, comme le lancement des paiements sans contact, Alipay, le mobile payment, des plateformes fidélité et d'autres projets très intéressants aussi dans la technologie. Et depuis quelques mois, j'occupe aussi le poste de business development, en plus de ma position actuelle. Super, merci. On a également avec nous Ousmane Znebal. Ousmane, bonjour. Bonjour, ravi de participer avec vous à ce magazine. Donc, je suis Ousmane Znebal, directeur marketing pour la clientèle particulière, professionnelle et TPE à la Banque Populaire. Donc, avant ça, j'étais en charge du programme de transformation digitale du groupe Banque Populaire. Et avant ça, j'ai aussi contribué à la création de Banque Liustre, la filiale participative du groupe Banque Populaire. Excellent. Merci. Et également Nabil Hafad. Nabil, bonjour. Bonjour Leda, bonjour tout le monde. Je suis aussi ravi de participer avec vous aujourd'hui. J'en profite pour féliciter le GAM pour cette belle émission, au passage. Merci. Moi, j'ai la chance de diriger un petit groupe d'activités dans le conseil à la technologie depuis bientôt 8-9 ans. Là-dedans, il y a une agence de marketing et de communication digitale, une société spécialisée en big data et en intelligence artificielle, une société spécialisée en développement, une start-up dans la télésanté, et puis d'autres, sinon ça risque d'être long. Avant ça, j'ai eu plusieurs vies en une. J'ai fait du conseil en système d'information pendant un moment de ma vie. J'ai fait de la restructuration d'entreprises en difficulté, notamment des régies qui étaient en développement, ce qui m'a permis de m'exposer au monde du média, du marketing et des annonceurs pendant de longues années. Puis d'autres choses, peut-être j'aurai le plaisir de revenir dessus tout à l'heure. Super, merci Nabil. Merci à vous tous d'être parmi nous. Et donc, nous allons traiter de la data au cœur du marketing. Et pour introduire le sujet, vidéo. Nous avons tous entendu parler de data ou de big data. Ces immenses quantités de données sont une véritable mine d'or utilisée dans tous les secteurs d'activité pour bien comprendre les besoins des clients et orienter la stratégie des entreprises. En moins d'une minute, plus de 250 000 tweets sont échangés, 2 millions de requêtes analysées par Google, 3 millions de likes envoyés sur Facebook, 100 heures de nouvelles vidéos téléchargées sur YouTube, 150 000 vidéos lancées sur Netflix. Grâce à la digitalisation de la société et des entreprises, le consommateur s'est transformé en un fournisseur de données collectées qu'il va falloir analyser. Alors, le marketing est-il un art ou une science ? Comment la data est-elle générée ? Et est-elle devenue indispensable pour construire sa stratégie marketing ? Autant de questions et d'autres auxquelles nous apporterons des réponses avec nos différents intervenants. Badra, je souhaite commencer par toi.
On entend parler du CMI, tout le monde ne connaît pas exactement ce que vous faites et de quelles données vous disposez. Très bien. Alors, le CMI, ou le Centre monétique interbancaire, est aujourd'hui un acteur incontournable du paiement électronique au Maroc. Et nous équipons en fait les marchands de moyens de paiement tels que les terminals de paiement électronique, donc les TPE, sur lesquels on paye avec la carte bancaire, ou encore des modules de paiement sur Internet. Nous sommes présents depuis 2004. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'avec les nombreuses datas que nous avons, nous sommes un réel baromètre de l'économie du Maroc. Donc l'activité monétique aujourd'hui est un réel baromètre de l'activité économique du Maroc, et grâce aux millions de datas que nous avons, on peut savoir où est-ce qu'un ménage consomme, quand il consomme et comment il consomme. D'accord. Alors si je comprends bien, le CMI, vous êtes filiale des banques de la place, c'est ça ? Oui. Et grâce à cela, c'est vous qui assurez l'interopérabilité finalement des paiements entre les différentes banques, les paiements entre les marchands et ces banques-là. Et donc, toutes ces données-là de paiement passent par vous. Exactement. Et vous pouvez analyser ces données et en faire quelque chose. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le topo de quoi on parle ? Très bien. Alors, peut-être on peut d'abord dresser un topo de l'activité monétique au Maroc pour avoir une idée un petit peu de chiffres et de combien on dépense. Post-Covid, on a remarqué des habitudes de consommation qui ont vraiment évolué. Et le paiement par carte est devenu un geste plus pratique et qui est utilisé par la majorité. De quoi on parle ? Quand on parle de majorité, d'évolution, de quoi on parle ? Avant, après Covid ? Après Covid, on parle d'une évolution de 30%. Et oui, quand même. Grâce au Covid, entre guillemets, les gens utilisent plus leur carte bancaire et utilisent plus le mode de paiement sans contact. D'accord. Donc, le mois de mai en témoigne. On a fait le mois le plus élevé jamais réalisé dans la monétique depuis des années, et en termes de volume et de nombre de transactions. Aujourd'hui, à fin mai 2022, nous sommes à quelques 54 millions de transactions pour 22,3 milliards de dirhams ou de volume dépensé par les ménages. 22 milliards de dirhams qui ont été payés par carte bancaire depuis le début de l'année. Exactement. Sur à peu près 54 millions de transactions. Exactement. Quelques chiffres aussi intéressants. Il y a quelques 18,5 millions de cartes bancaires en circulation émises par les banques de la place, dont les 2 tiers sont des cartes avec la technologie NFC, donc la technologie sans contact. Ce qui est aussi intéressant à connaître, c'est que seulement 22% de ces cartes sont actives au paiement, c'est-à-dire effectuent une transaction sur un TPE ou sur un site e-commerce. Alors, à date aussi, on a un peu plus de 42 000 commerçants équipés en TPE et quelques 60 000 points de vente. C'est-à-dire qu'il y a des commerçants qui ont plusieurs points de vente, comme les GMS, les magasins de grande distribution, etc. Donc, plus de 60 000 points de vente où on peut payer par carte. Et on a à peu près un petit peu plus de 2000 sites e-commerce aujourd'hui, ou e-marchands, incluant les facturiers, actifs au paiement par carte. Donc ça fait énormément de données, et donc vous connaissez ces gens, et j'imagine que ces données-là sont accessibles par les banques qui sont justement vos administrateurs et vos actionnaires, c'est ça ? Exactement. Les banques aussi, ils ont aussi ces données, bien évidemment. Mais nous, on a un peu plus de données, comme par exemple, on est capable aujourd'hui d'avoir les volumes de cartes internationales et savoir quelles sont les nationalités qui sont venues visiter le pays, tout simplement. Juste en suivant les volumes qui ont été payés par carte bancaire internationale. On connaît les paniers moyens, on connaît les volumes des marchands, leur répartition sur les points de vente, la fréquence d'utilisation, etc. Grâce aux banques aussi qui segmentent leurs cartes par cible, ce qu'on appelle dans le jargon monétique BIN, c'est-à-dire un BIN ou un numéro de chiffre sur une carte correspond à une certaine cible de jeunes ou des femmes, premium, etc. Grâce à ce ciblage aussi, on est capable de retracer les habitudes de consommation par segment et par cible. Donc on a cette profondeur de données, effectivement. Très bien. Je me retourne vers vous, Athmane. Donc, une richesse de données, celle dont tu as parlé, Bedra. J'imagine qu'au niveau du groupe Banque Populaire, vous en avez aussi d'autres très intéressantes avec vos clients. Vous connaissez qui est le papa de qui, l'épargne, les salaires, les dépenses et ainsi de suite. Comment est-ce que vous utilisez toutes ces données-là pour concevoir vos plans marketing ? Effectivement, à la Banque Populaire, on est un acteur important de la place bancaire au Maroc. On a la chance d'avoir à peu près 5 millions de clients qui font confiance à notre banque. Ces 5 millions de clients ont des attentes et des
et des envies, on va dire, par rapport à la relation bancaire qui sont très différentes. Donc, bien entendu, la data est un peu partout. Elle est, dans un premier lieu, il faut qu'on segmente notre portefeuille client pour regrouper nos clients par, on va dire, appétence par rapport à un certain nombre de produits bancaires, dans l'objectif de les satisfaire et qu'ils aient une expérience bancaire la plus intéressante possible. Donc ça, c'est sur la partie amont. Dans la conception de nos produits, bien entendu, il faut qu'on tienne compte des données, des insights quantitatives et qualitatives via des focus groups qu'on organise avec nos clients. Et ce mix nous permet de créer de nouveaux produits. Une fois qu'on a de nouveaux produits... Aussi bien les données internes que des données que vous allez générer en complément pour pouvoir utiliser tout ça et avoir une meilleure lecture de qui sont vos clients, quels sont leurs comportements. C'est bien ça. Tout à fait, y compris, comme a parlé Badra, de la partie monétique et des transactions des cartes bancaires des clients. On en tient compte justement pour apporter et ajuster les offres de la meilleure des manières. Après, pour parler et répondre de façon plus précise par rapport à la question relative aux campagnes marketing, l'enjeu, une fois qu'on a un produit donné ou un service qui est déjà commercialisé ou à commercialiser, principal enjeu, c'est de bien cibler. Parce qu'en fait, mener une campagne, ça a un coût. Et plus on est précis dans le ciblage, plus on est efficient et moins ça coûte d'argent. Il y a moins de déperdition finalement dans les actions qu'on mène parce qu'on va emmener le bon message, la bonne offre à la bonne personne. Exactement. Et donc, dans cette étape de ciblage, le procédé, on va dire, est assez standard en termes d'exploitation de la donnée. Bon, il y a un modèle qui est plus ou moins simple ou complexe. Donc, pour des modèles simples, déterministes, on va utiliser des critères d'âge, de revenus assez basiques. Après, sur des use cases, on va dire, d'appétence pour dire telle ou telle personne est intéressée par un crédit à la consommation ou un crédit immobilier ou un découvert ou une carte adaptée à ses besoins. On va exploiter la clientèle qui est déjà équipée et voir un peu via des modélisations. On a une équipe de data scientists et de data engineers qui travaillent pour le groupe et dont c'est le métier, qui vont exploiter ces données et essayer d'identifier, on va dire, une cible appétante qui ressemble à cette clientèle équipée. Sur cette base, on va faire un premier test itéré jusqu'à affiner le modèle. Tester, quand je dis un test, c'est de dire, bon, moi, j'ai identifié une population appétante, on va les appeler, on va confirmer ou pas leur intérêt pour ces produits. Très bien. Et ensuite, on va passer à la phase d'industrialisation. Donc même dans cette phase d'industrialisation, la data est au cœur. Quand on parle d'efficience d'une campagne de communication, je pense que on est tous partie prenante dans le secteur. On a différentes options, différents canaux de communication qui ont des coûts plus ou moins élevés. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de piloter ces campagnes par dispositif, par canal, et d'ajuster, de dire quitte à sacrifier des canaux qui sont peut-être excessivement chers et identifier les bons KPI de mesure pour être le plus efficient possible. Très bien. Donc, ça permet, si je résume bien et si je comprends bien, aussi bien d'être dans l'efficacité, donc délivrer le bon message, la bonne offre à la bonne cible. Ça permet en amont de faire le bon ciblage et donc la segmentation, et puis par la suite de mesurer et d'optimiser finalement tout ce qui est fait pour être dans l'efficience. Donc, Tout à fait. Et bien entendu, le client est au cœur, parce que la finalité, c'est que notre client soit satisfait. C'est ça. C'est-à-dire que pour pouvoir souscrire ou manifester un intérêt par un produit, il faut que ça l'intéresse. Donc sur toute la chaîne, la data va nous permettre de valider ou de refuser ces hypothèses qu'on a faites. Effectivement, il y a des produits qui vont bien marcher, d'autres qui ne vont pas bien marcher. Et la data va nous permettre de nous améliorer au fur et à mesure de ces campagnes pour être le plus pertinent possible par rapport aux attentes de chaque client. Merci Asman. Nabil, je me retourne vers toi. Tu as parlé tout à l'heure des différents domaines d'intervention du groupe Archipel. Oui. Et justement, il y a beaucoup de données, ce qu'on appelle la data non structurée, la donnée non structurée. Comment est-ce que vous faites pour traiter tout cela au service de vos clients, pour transformer ça en insight pertinent, pour que ce soit utile, que ça puisse être intégré dans leur design, de leur plan marketing, dans leur manière de faire finalement le métier? Alors merci pour la question Reda. J'écoute depuis tout à l'heure un peu mes pairs et Badra a beaucoup parlé des données structurées. Atman a déjà parlé d'un mélange entre données structurées et données non structurées. C'est vrai que les données non structurées vont venir enrichir les données structurées existantes dans l'entreprise. Ces données ne sont pas forcément
préalablement thématisées, arrangées. Elles ne sont pas faciles toujours à trouver, elles ne sont pas stockées dans un endroit, donc il faut aller les chercher. Ces données sont issues essentiellement des conversations des consommateurs, des clients. Tu parles, Nabil, des conversations, c'est-à-dire dans les réseaux sociaux. Les commentaires qu'on va retrouver dans les réseaux sociaux. En fait, c'est un peu... D'abord, il y a les réseaux sociaux qui sont un énorme réservoir. Et là, je vais donner un chiffre qui, le jour où je l'ai vu, m'avait un peu interpellé. C'est sur Facebook, par exemple, dans le monde, chaque seconde qui passe, il y a 500 000 nouveaux commentaires qui tombent. Je veux dire, c'est juste énorme. Quand vous tirez ça sur l'année, c'est juste phénoménal. On a des chiffres pour le Maroc ? Non, le nombre de commentaires au Maroc, non, mais on sait qu'il y a 22 millions de comptes aujourd'hui actifs sur Facebook. Dans le monde, Facebook, c'est 3 milliards 900 000 comptes, dont 80 millions jugés faux comptes. Donc, si on prend le même ratio, on est quand même à 21 millions de comptes au Maroc. Donc, ce que je veux dire, c'est que la source, c'est les réseaux sociaux et les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok qui monte en force aujourd'hui, que ce soit LinkedIn et autres. Ce sont des espaces de conversation que les consommateurs d'aujourd'hui se sont accaparés. Mais il y a aussi les centres de relations clients, les services clients. Il y a aussi tout l'échange individuel qui est fait entre les opérateurs humains et les clients de la banque ou de quelle que soit l'entité. Donc tout ça, c'est beaucoup de données non structurées. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère beaucoup de données non structurées, qu'elles viennent des réseaux sociaux ou qu'elles viennent d'autres sources. Grosso modo, il y a 3 grandes phases. C'est trouver là où il y a de la bonne donnée. La récupérer, c'est la phase 1, c'est la trouver et la récupérer. La phase 2, c'est la pré-processer, la nettoyer, la préparer pour du traitement. La phase 3, c'est la traiter et l'analyser globalement. Ce qu'on fait, nous, pour nos clients, à travers une solution métier propre à nous, qu'on a développée, qui est une solution de social listening vraiment 100% marocaine, c'est qu'on récupère ces données de masse et qu'on leur applique des modèles de traitement. On est capable d'interpréter au Maroc l'aransiyat, Darija et l'arabe, dans de grandes masses, sur des centaines de milliers de commentaires, et in fine, d'appliquer des modèles de traitement et de sortir des dashboards analytiques, et ensuite pouvoir prendre ces commentaires et les injecter, par exemple, dans des cas pareils, comme cité Asman tout à l'heure, pour enrichir un petit peu les modèles prédictifs et autres. D'accord. Tu parles beaucoup de modèles, Nabil, tu parles de traitement de données, de tableaux de bord. Est-ce que ce n'est que du quanti finalement, ou alors on arrive à en sortir des interprétations, des insights, des interprétations qualitatives? Alors, on va partir d'une donnée non structurée, on va la structurer pour pouvoir la mettre en lien, mais pour en extraire des insights, des patterns, des nouvelles lectures, des émergences qu'on ne pouvait pas voir. Parce que quand on voit beaucoup de données qui arrivent comme ça, éparpillées, on n'arrive pas à voir le sens qu'il y a derrière. Par contre, quand on prend la peine de la rassembler, à un moment donné, quand on prend du recul sur toutes ces données de masse et qu'on a devant nous, qui est structurée, et quand on commence à croiser les différentes dimensions, il y a des choses qui apparaissent. Très bien. Par exemple. Merci beaucoup, Nabil. Bedra, je voudrais revenir vers toi. Tu nous as présenté le CMI, toute la richesse de données dont vous disposez. Est-ce que tu peux partager avec nous des exemples concrets d'utilisation de ces données-là pour mener des campagnes, des opérations et des choses de plus palpables pour que les personnes qui nous suivent, notre audience, puissent comprendre qu'est-ce qu'on peut en faire finalement? Oui, je peux partager avec vous des exemples concrets et même actuels des campagnes sur lesquelles on travaille actuellement avec les banques. Aujourd'hui, la problématique principale dans la monétique pour le CMI et pour les banques, c'est l'activation des cartes inactives au paiement. Alors, les cartes inactives au paiement? Alors, cartes inactives au paiement, c'est des cartes qui sont actives peut-être pour un retrait au niveau d'un GAB, mais qui n'ont jamais fait de paiement sur un TPE ou sur un site e-commerce. C'est-à-dire, j'ai ma carte, je vais faire un retrait pour retirer du cash. Exactement. Mais quand je passe à la caisse d'une grande surface, je paye en cash. Exactement. Je ne paye pas avec ma carte. Vous appelez ça une carte non active au paiement? Inactive. Inactive au Exactement. paiement. Donc, vous souhaitez les activer, c'est-à-dire me donner envie de l'utiliser en tant que moyen de paiement. Exactement. Très bien. Alors tout à l'heure, je disais qu'il y avait 18,5 millions de cartes en circulation et que 22% seulement étaient actives. Donc on a quand même un grand ratio. 78% de cartes aujourd'hui sont ou bien utilisées seulement pour retirer le cash quand le salaire y tombe, on va dans un GAB, on retire du cash et après tout le mois on travaille avec ce cash, ou bien elles sont tout simplement jetées dans des tiroirs ou jamais utilisées même au niveau des retraits. Donc ça c'est une grosse problématique aujourd'hui, en plus de bien sûr augmenter le volume des dépenses des ménages, le panier moyen, et puis faire du paiement par carte un choix gagnant, quoi, que ça soit un réflexe. On arrive à une caisse d'un supermarché, on a du cash, on a une carte, on préfère payer avec la carte. Donc, tout cela, ce sont des problématiques aujourd'hui que nous avons. Et
Parmi les choses qu'on a faites pour les cartes inactives, on a lancé des campagnes d'activation ou des campagnes de cashback pour le first purchase. Donc le premier achat par carte est récompensé par un cashback. Comment on fait? Alors concrètement, on est autour d'une table, comment on va travailler avec la data? On va aller chercher les personnes qui ont un potentiel, donc des personnes qui ont un salaire ou qui ont un salaire supérieur à 7 000 dirhams et qui font que du retrait. Quand vous avez filtré, vous avez toute la base de données, vous allez dire ces gens-là, ils ont un revenu régulier de plus de 7 000 dirhams. Exactement. Donc potentiellement, ils pourraient payer par carte. Ils n'ont pas un niveau de cash très faible et donc ils ont besoin de avoir tout le cash sur eux parce qu'ils vont le dépenser. Donc 7 000 dirhams étant un seuil, par exemple, que vous utilisez pour... D'accord. Voilà, donc on filtre d'abord cette catégorie de personnes. Une fois que cette catégorie de personnes est filtrée, on étudie le panier moyen, on étudie quel serait le cashback qui pourrait être attrayant, intéressant. On va pas donner un cashback de 5 dirhams ou de 2 dirhams ou de 3, mais on va étudier grâce au panier moyen et aux dépenses et au comportement, au fait, d'achat d'une autre cible qui est similaire et qui fait des achats par TPE ou par carte bancaire. Ces profils-là, qui ont en plus 7 000 dirhams et qui n'utilisent pas leur carte pour le paiement, ben, ils ressemblent à ces profils-là. Exactement. Et donc, on va les inciter à avoir un comportement similaire en leur disant, bon, si vous achetez, vous payez votre, comment tu appelais ça? First purchase, le premier achat. Eh ben, vous aurez une partie de votre achat qui va être remboursée. Voilà. Donc, c'est une incitation à l'utilisation de la carte au premier paiement. Exactement. Parce que vous vous dites que si je l'utilise et que finalement ça se passe bien, l'expérience va me donner envie par la suite de continuer à l'utiliser. Exactement. Alors l'expérience, nous, au fait, la data aussi est aussi utilisée post-campagne parce que c'est intéressant d'évaluer la... C'est la question que je voulais te poser, c'est-à-dire après, oui, si on l'utilise, est-ce que vous continuez à me suivre? Bien sûr. À voir si je continue à utiliser la carte pour le paiement? Bien sûr, c'est l'objectif, au fait. Aujourd'hui, l'une des dernières campagnes qui a été faite avec une banque de la place a montré que 12% des cartes qui n'étaient pas actives et qui ont participé à cette opération de cashback, 12% ont été activées. Et à 6 mois post-campagne, 2 personnes sur 3 continuent à utiliser leur carte. Une opération, 12% des gens qui activent et les 2 tiers qui restent sur l'utilisation régulière de la carte comme moyen de paiement. Donc, bingo pour les marketeurs, c'est l'objectif qui est atteint. Exactement. D'accord, très bien. Et donc, si je résume bien, exemple concret, vous travaillez avec les banques qui ont envie d'activer ces moyens de paiement, vous analysez, vous identifiez des schémas, des patterns, et à partir de là, ben, vous prenez ces cibles-là et vous mettez en place des dispositifs pour qu'ils activent et puis vous suivez pour voir si ça a été dans l'efficacité ou pas pour pouvoir par la suite mesurer est-ce qu'on doit refaire cette action, changer quelque chose et ainsi de suite. Exactement. Et grâce à la data aussi, on arrive à communiquer avec ce client à travers des SMS du marketing direct, des SMS et des emailing pour lui dire d'abord pour l'informer de la campagne et lui dire si vous utilisez votre carte, vous allez avoir un cashback. Quand il l'utilise, on le sait parce qu'on a des moyens de monitoring et on sait quand est-ce qu'il a utilisé sa carte. Donc on l'informe, félicitations, vous avez utilisé votre carte, donc vous avez eu un cashback et on procède au cashback sur son compte bancaire. Excellent. Donc il y a aussi un suivi, un marketing direct qui est fait avec le consommateur pour l'informer step by step de l'évolution de la campagne. Alors, merci Badra de préciser cela parce que ça me permet de revenir vers Atman sur le sujet justement de l'expérience client. Parce qu'au-delà de l'action elle-même d'activation, j'imagine que vos clients, il n'y a pas que le contact sur l'aspect paiement par carte, il y a finalement toute la relation client. Et est-ce que justement la data vous permet de mieux faire ce travail de connaissance et également de fidélisation, d'amélioration de la qualité de la relation client? Tout à fait. Effectivement, le consommateur marocain utilise de plus en plus son téléphone. Il est habitué à des standards et des applications des géants américains, pour ne citer que, qui offrent des expériences digitales assez exceptionnelles. Et donc, on constate, et je pense que c'est commun à toutes les entreprises dans le cadre de l'amélioration continue, quand un client est en train de dérouler un parcours, au niveau de la banque en ligne, par exemple, on constate en analysant la data que sur certains parcours, il y a des taux de casse très importants. Les taux de casse? Taux de casse, c'est-à-dire un parcours client, c'est par exemple, disons, 3-4 étapes. Oui. Donc, il démarre la première étape, la deuxième étape, et ça s'arrête. D'accord. Et on ne comprend pas pourquoi ça s'arrête. On appelle ça un taux de casse, c'est-à-dire on n'est pas parti jusqu'au bout de la déperdition. Donc, à un certain niveau des étapes
qui sont identifiés, ben ça s'arrête. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un taux de casse. Et donc la data vous permet d'avoir une sorte d'alerte pour pouvoir agir dessus. On a de la déperdition client et cet insight, si on n'exploite pas cette donnée, on peut passer à côté de choses très simples. Ça peut être juste un bouton qui est mal positionné, qui est pas visible sur un device d'un utilisateur. Ça, on va dire que donc c'est un cas concret d'utilisation de la donnée pour améliorer l'expérience des canaux digitaux. Après, on peut donner des exemples plus concrets. Et on a parlé de monétique, par exemple, quand un client qui est resté avec une utilisation de sa carte uniquement au Maroc sur un seuil de montant assez limité du jour au lendemain, il y a des opérations qui passent à l'étranger, des montants beaucoup plus importants. Donc ça, c'est le cas, on va dire, gestion de la fraude, anticipation. Donc on va appeler le client, on va lui dire, et je pense que les clients de la Banque Populaire sont très contents d'avoir ce service, ça les rassure. On les appelle, on leur dit, bonjour monsieur, est-ce que vous êtes bien en vacances à l'endroit XY? Est-ce que c'est bien vous qui avez initié cette transaction pour la bloquer? Donc on va dire, rassurer le client et l'accompagner dans sa démarche d'utilisation. Après, peut-être un troisième exemple, un peu plus concret et plus complexe, c'est de dire, bon, on sait tous que le pouvoir d'achat est en train d'être un petit peu altéré ces derniers temps, donc avec le contexte qui est compliqué, c'est de dire, chaque client bancaire, il est habitué dans son expérience à avoir son solde bancaire et le détail de ses opérations. Oui. Un détail brut d'opération ne permet pas de dégager, on va dire, les poches ou l'accompagnement en termes d'optimisation des dépenses, de dire telle rubrique, par exemple, le mois dernier, j'ai consommé 1000 dirhams en course au supermarché, oui, par exemple, et ce mois, je dépasse les 1000 dirhams, donc potentiellement pouvoir comparer par catégorie de dépenses et donner de la visibilité sur quelques mois et de dire, voilà, cet axe de dépenses, potentiellement, c'est une part importante des dépenses. Un point de vigilance, ou en tout cas, ça m'interpelle pour que je regarde mes dépenses d'une certaine manière, que je puisse analyser. Donc aujourd'hui, grâce à la donnée, vous mettez à ma disposition cette donnée. Je peux, moi, avoir accès à cette donnée-là pour pouvoir savoir ce que je fais avec mon argent et puis pouvoir analyser et agir finalement. C'est ça, et même aller plus loin et donner des conseils. Bien entendu, tout ce qu'on est en train de dire, on est en train de parler de data. Il faut bien entendu, c'est une donnée précieuse qu'on utilise à des fins précises pour mieux servir la clientèle quand le client le souhaite. C'est-à-dire que pour ces personnes intéressées qui veulent avoir, on va dire, une vision plus fine, un accompagnement pour épargner ou pour avoir des usages qui vont leur apporter de la valeur avec leur consentement, on va le faire. Très bien. Voilà un peu des sujets qui pourraient parler à tout le monde. Alors, des exemples très concrets, finalement, d'utilisation de la donnée sur l'ensemble de la chaîne de la relation client, identifier le taux de casse, c'est ça? Ouais, c'est un jargon, on va dire. Un jargon, voilà, en tout cas, un point de déperdition. Ça permet également de profiter de la donnée pour être plus dans la pertinence et aussi proposer finalement des services à forte valeur ajoutée pour la clientèle. Et je me retourne vers toi, Nabil. Othman nous parlait finalement de j'ai accès à ce que j'ai dépensé au mois, etc. On est dans l'extrême personnalisation. On confond souvent des datas de masse avec la personnalisation. Est-ce que tu peux nous donner un éclairage sur finalement comment on peut jongler entre les deux? Avec plaisir, mais si tu permets avant, je voudrais juste apporter un petit complément à ce qu'a dit Othman dans ce qu'il proposait dans l'expérience. Parce que tout à l'heure, tu m'as posé la question sur les données non structurées. Oui. Alors autant bien évidemment un retailer, une banque a beaucoup de données internes pour pouvoir évaluer, notamment à travers ses applications, ses systèmes opérants, les ruptures de chaîne, les casses, bien évidemment, mais autant aussi au niveau des conversations qu'on va pouvoir analyser sur les réseaux sociaux, à l'extérieur de l'écosystème de la banque, là où les gens se sentent libres de parler, là où ils ont constitué des groupes de parole sur telle banque, sur telle marque, ainsi de suite. Il y a des choses extrêmement intéressantes. C'est vraiment précieux. Nous, on le fait dans le cadre du secteur bancaire. Je suis toujours surpris de voir le nombre d'éléments, le nombre de paramètres de l'expérience qui sont discutés sur les réseaux sociaux. Et on va trouver de la conversation sur l'avant-relation avec la banque, sur le pendant de la relation avec la banque, sur toutes ces dimensions. On va parler. J'imagine que quand tu parles de la banque à titre indicatif. Indicatif, bien évidemment. C'est j'imagine valable pour l'ensemble des secteurs. On peut être dans l'automobile, on peut être dans l'agroalimentaire. Oui, bien évidemment. Je te remercie. On va retrouver de la donnée. Parce que les gens, quand ils parlent dans les réseaux sociaux, ils vont pas parler de la banque ou alors des telcos ou autres. Et on va trouver en fait l'ensemble des discussions. Et vous êtes capable aujourd'hui de les analyser. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on les récupère et qu'on les analyse, on reconstitue un petit peu tous les éléments de l'expérience. Le parcours. Tout le parcours et
tous les éléments de l'expérience et on va identifier les points irritants, on va identifier les points de satisfaction. Et on va avoir une sémantique derrière qui est extrêmement intéressante pour comprendre ce qui est amélioré. Parce que ce qui est amélioré peut être bien évidemment lié à des applications, à des technologies, mais il peut être lié bien évidemment au service humain, il peut être lié à des éléments de détail simples en agence, la température en agence, on a vu ça par exemple dans les retail habillement, c'est le niveau d'ambiance quand on rentre dans un magasin. Oui. Oui, il y a quelque chose sur... Non. Pardon. C'est-à-dire que vous avez identifié sur des discussions, sur des réseaux sociaux, les gens vont dire, bon, je rentre dans le magasin, mais il fait trop chaud, j'ai pas envie de mettre un t-shirt pour voir s'il est à ma taille, ou une chemise, ou une veste. Oui. Et donc finalement, l'expérience client va être impactée par la qualité de l'environnement. Et on peut retrouver ça dans des discussions à l'extérieur du magasin. Exact. Et c'est ça qui est intéressant pour les marques. C'est-à-dire qu'au-delà de tout le travail qu'elles font en interne d'analyse à travers leurs applications, leur écosystème, leurs études de marché classiques habituelles, ça, c'est des choses qui apportent un complément qui est simplement une synthèse de la voix du client ou du consommateur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vu la densité, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des 500 000 commentaires, vu la densité des conversations, on est capable de reconstituer, mais alors là, mais vraiment tout le parcours avec plein de petits éléments qui sont extrêmement useful pour les équipes qui travaillent sur l'amélioration de l'expérience. Finalement, l'expérience client, en tout cas de mon point de vue, pour être simple, c'est un micro-moment d'échange en temps réel entre une marque et c'est là où la personnalisation va jouer. Exactement. Je voulais que tu reviennes vers ça, Nabil, parce que j'ai l'impression qu'on prend finalement beaucoup de données, on met tout ça, on mélange, et puis finalement, on a des patterns, on a des agrégats. Mais ce qu'on veut en faire, finalement, moi, je veux ressentir que ce que fait ma marque pour moi, que ce soit dans le secteur bancaire ou autre, ben, c'est qu'elle me parle à moi. J'ai pas envie qu'elle me dise que je fais partie d'un groupe et que ce groupe-là agit d'une certaine manière. Oui. Est-ce que ça, on est capable, après avoir finalement mouliné toutes ces données, de sortir avec des choses qui sont spécifiques, qui vont aller vers une personne ? C'est une construction progressive. Ce n'est pas, il n'y a pas de solution miracle et de solution uniforme à toutes les marques et toutes les entreprises. Je pense que c'est une solution qui va combiner les capacités technologiques de l'entreprise, parce que derrière, il faut savoir capter toute la bonne data en temps réel, la mixer, la rapprocher à un utilisateur identifié unique. C'est ça. Parce que des fois, on a plusieurs systèmes opérants et serrer data dans le système, il est dans le système A, dans le système B, dans le système C, mais avec des ID différents, donc on peut pas retracer tout l'historique. Et c'est le malheur de beaucoup d'entreprises. Exact. Avec le même profil, alors encore plus quand tu changes d'adresse mail et tu changes de profil, c'est encore plus compliqué. Moi, je fais tout. À chaque fois, je me dis, cette fois, je vais utiliser une autre adresse mail, histoire de faire travailler, que tu mets ces équipes justifient leur salaire à la fin du mois. Parce que sinon, ce serait trop simple. Si je mets la même adresse mail, j'utilise la même carte partout, etc. Exact. Donc, en fait... Et donc, vous êtes capable de me retrouver, malgré cela? Oui. Bon, je perds mon temps. Alors, retrouver jusqu'à un certain degré, parce que jusqu'à un certain degré, on est capable de réconcilier des gens à des profils différents, mais c'est des vraies problématiques technologiques. Donc, je réponds à ta question. Il faut avoir la technologie qui va avec. Oui. Clairement. Il faut avoir aussi l'organisation et les process qui vont avec. Et quand on a cette combinaison-là, entre d'abord la culture client au centre, premier point bien évidemment. Oui. On a les technologies qui vont avec dans l'entreprise et on a les process et la data qui va avec. Oui, on peut aller vers de la personnalisation de masse. On peut avoir l'ambition de construire dans une entreprise la possibilité en temps réel de reconnaître ce client et forcément qui est analysé, qui est pondéré, qui est scoré, sur lequel il y a un certain nombre de traitements qui sont faits, et de pouvoir lui adresser la bonne information par le bon canal. Mais c'est une construction, et c'est pas quelque chose de facile à mettre en place. C'est quelque chose qui se construit au fil du temps. On prend les données, on les agrège, et puis après on identifie des possibilités, on teste, ce que nous disait Elsewhen tout à l'heure, on suit, Boudra aussi tu nous le disais, on voit la transformation au pain, et on réintervient finalement sur ce parcours client qui est presque éternel. Je rajoute, si tu permets, juste une petite idée, c'est qu'en fait, il y a deux temps. Il y a un gros temps d'analyse de tout ça. Mais une fois qu'on est à l'aise avec les analyses qu'on fait, qu'on peut faire des prédictions, à ce moment-là, on passe à l'automatisation. C'est-à-dire qu'on est capable de construire des modèles prédictifs qui se basent sur les longues traînées d'informations pour pouvoir préparer cette personnalisation et la mettre à l'échelle de l'opérateur qui est au contact avec le consommateur. Dans le cadre de systèmes d'infos, dans le cadre d'applications, dans le cadre d'outils, qui eux, à la limite, moulinent de manière rapide et permettent de faire des choses. Très bien, merci Nabil. Donc, on voit qu'il y a de la data finalement qui est dans le cœur de la fonction marketing dès le départ, l'insight, les cibles, le parcours client, le développement d'actions marketing. On n'a peut-être pas parlé de la fidélité. Est-ce que, Boudra, dans ce que vous regardez, vous suivez, est-ce que le sujet de la fidélité fait partie des éléments qui sont pris en compte dans vos démarches pour pouvoir utiliser la donnée, fidéliser? On sait que c'est un gros enjeu. Vous avez parlé tout à l'heure de l'acquisition, le first purchase. Mais au-delà de mon first purchase, comment est-ce qu'on peut utiliser la donnée pour me rendre encore plus fidèle à ma marque, à mon comportement, et que je sois encore plus dans le prédictif
pour que finalement les marques puissent avoir un meilleur impact sur moi? Merci pour la question. Effectivement, la data est très importante pour la fidélité. Aujourd'hui, on peut pas créer un programme de fidélité basique pour toutes les cibles. Il sera obsolète, il sera pas, nos clients seront insatisfaits et le programme ne va pas marcher. Donc, il est intéressant d'analyser les comportements d'achat des clients, de savoir où est-ce qu'ils aiment dépenser, qu'est-ce qu'ils dépensent, combien, la fréquence, géographiquement, secteur d'activité, etc. et de designer un programme de fidélité qui leur convient. Par exemple, une carte premium, on ne peut pas lui proposer des réductions dans des hôtels 2 étoiles ou 3 étoiles. D'accord. Une carte premium, c'est une carte qui est délivrée par une banque pour un client pour dire qu'il répond à certains critères, où il va plutôt être positionné sur un type d'achat, de consommation, comme si l'exemple de l'hôtellerie, il va plutôt consommer, je ne sais pas, du 4-5 étoiles. En restauration, il va plutôt aller à des endroits premium et ainsi de suite. Exactement. Donc ça, c'est un client qui est catégorisé comme premium. Donc, en termes de fidélité, ça ne sert à rien de lui proposer des offres sur des produits qui ne consomment pas ou qui ne l'intéressent pas. C'est bien ça, j'ai bien compris? C'est exactement ça. Le profiling est fait au niveau de la banque, et c'est intéressant de le dire, c'est pas au niveau du CMI, mais nous, on a accès, encore une fois, au jargon monétique, au BIN, pour savoir quel type de client. Donc, un client premium, comme je disais, ne va pas être intéressé par des offres dans des hôtels 2 étoiles ou des fast-food, etc. Un client jeune sera intéressé par du McDo, par du Burger King, des fast-food, etc., des magasins de jeux, ainsi de suite. Donc, on arrive à designer des programmes de fidélité qui fit la clientèle et la cible. Et bien sûr, on fait un suivi aussi. Tous les mois, on s'assure que les habitudes de consommation n'ont pas changé. Sinon, ça ne sert à rien. Si les habitudes de consommation change, les offres deviennent obsolètes. Donc, on passe à autre chose. Et aujourd'hui, cette problématique est très intéressante. Et pour les schemes, dans le jargon monétique, on parle de schemes. La marque Visa, par exemple, ou Mastercard, American Express, c'est ce qu'on appelle les schemes. Alors, les schemes au Maroc, aujourd'hui, essaient de se départager par des offres exclusives et des offres de fidélité pour leur clientèle. Donc, nous sommes actuellement avec un des schemes en loyalty programme sur une année. Et quand on a designé ce programme, on a décortiqué un petit peu les types de cartes qu'ils ont. Et pour chacune des cartes, on est allé recruter des partenariats avec des restaurants, des hôtels, etc. pour avoir des réductions. Donc concrètement, le client arrive dans un fast-food, il présente sa carte, il a une réduction instantanée de X%. Parce qu'il est chez Visa ou chez Mastercard ou chez Intel ou chez Intel. Exactement. D'accord. On a aussi d'autres programmes de fidélité similaires. Un des programmes a scoré du 160% en nombre de transactions et 156% en volume versus la même période l'année d'avant. Alors, tu m'expliques, Badra. Donc, vous avez mis en place un programme de fidélité et on a eu des résultats, 156 et 160%, ça correspond à quoi? 160, c'est le nombre de transactions, 156 supplémentaires. D'accord. 156, c'est le volume. D'accord, donc on est pratiquement dans des proportions, en tout cas très importantes, plus que doubler le business, 2 fois et demi. Très bien, très Exactement. bien. Donc, quand on est dans la pertinence de l'analyse de la data, finalement, on arrive à avoir de l'impact et les résultats suivent. Exactement. Quand on propose au consommateur ce qu'il attend de nous. Et on ne lui propose pas quelque chose qui est complètement à côté de la plaque, qui ne sera pas intéressé, et le programme sera tout simplement un flop. Merci Badra. Ça me permet de revenir vers toi, Asman, pour te poser la question. Donc là, on a vu une approche plus transversale de la fidélité. Est-ce qu'au niveau de la Banque Populaire, vous utilisez ces données justement pour voir le comportement plus ascendant sur les différentes offres, les différents produits, l'évolution du client? Comment vous utilisez la donnée pour augmenter justement la fidélité de votre clientèle? Effectivement, la fidélité, c'est un enjeu global. Depuis tout à l'heure, on a parlé d'interaction et de touchpoints différents, donc que ce soit sur le mobile, en agence, le GAB, au téléphone, sur un certain nombre de canaux. Et à chaque fois, à chaque interaction, c'est potentiellement sur un produit ou un service différent. Et donc, les attentes de nos clients en termes de fidélité, elles sont plus larges. Elles dépassent le cercle de la banque, et ça, on en arrive à des avantages ou des enjeux avec l'écosystème des partenaires. C'est-à-dire qu'un client de la Banque Populaire qui utilise de façon régulière les services, il s'attend à des avantages qui vont être supérieurs par rapport à d'autres clients et qu'il pourra utiliser sans réelle contrainte. C'est-à-dire qu'un programme de fidélité qui te donne des avantages uniquement bancaires et en service, les attentes vont au-delà. C'est-à-dire pouvoir bénéficier de ma fidélité auprès de la banque, comme l'a dit Badra, pour pouvoir payer chez un commerçant et avoir 10% en moins. C'est tangible, c'est concret, le client est content
la banque est contente, le commerçant est content, et c'est ça un peu les enjeux qu'on a en ayant des programmes de fidélité, on va dire, les plus larges et plus diversifiés possibles. Et clairement, les attentes des clients sont très différentes. Un client, Badra, tu as donné l'exemple d'un client qui retire à chaque fin de mois son salaire et qui le récupère en cash pour le dépenser. Il faut qu'on ait un programme de fidélité qui soit adapté à cette personne pour l'accompagner dans son activation, dans son utilisation, dans la première opération. Et souvent, on s'est parlé d'activation, c'est faire le premier pas. Le premier paiement par carte au niveau d'un TPE, ça va, on va dire, débloquer la situation. Le premier accès à la banque en ligne, c'est le plus compliqué. Oui. Une fois qu'on y accède, et je pense quel que soit l'âge ou bien la situation de la clientèle, le plus dur, c'est le premier pas. D'accord. Donc, encore une fois, des exemples où on voit que de l'acquisition clientèle, la fidélisation, le upselling, l'accompagnement sur toute la vie de la relation client, finalement, la data est au centre. Et je me pose la question, et je te pose la question, Nabil, par rapport à comment on peut utiliser ces données-là. Est-ce qu'il y a des plateformes, il y a des solutions? Comment est-ce qu'on peut finalement utiliser autant de données de manière régulière, de manière fluide, pour en faire un vrai outil de la décision marketing? Écoute, on peut l'utiliser de plusieurs manières. Des plateformes, oui, il y en a beaucoup. Il y a des plateformes adaptées à des entreprises de taille moyenne qui peuvent leur permettre de faire des grands jumps, c'est-à-dire que des entreprises qui n'avaient pas un système d'info marketing qui leur permettait de gérer la convergence entre la communication, le marketing, la vente et la relation client. Aujourd'hui, des entreprises de taille moyenne peuvent acheter un seul système, enfin louer un système, mettre en place tout ça. Elles vont se retrouver tout de suite avec un référentiel client unique et avec une intégration de toute l'information du front office pour pouvoir déjà mieux comprendre et améliorer leur expérience. Ça, c'est pour les entreprises de taille moyenne. Oui. C'est accessible. Maintenant, quand tu dis accessible en termes de coûts, en termes de compétences nécessaires? Les deux, c'est pas très compliqué. Ce sont des plateformes qui sont faites pour d'abord ce profil d'entreprise, pour leur permettre de se mettre à l'état de l'art en matière de bons process de gestion de la relation en ligne, sur les réseaux sociaux, sur le numérique et la combinaison physique et numérique. Elles sont accessibles, que ce soit en termes de budget, en termes de compétences. Elles ont été pensées pour ces entreprises-là, parce que ça leur permet au moins de passer d'une situation où elles n'ont pas beaucoup de données, où elles n'ont pas intégré toutes les fonctions du front office, à quelque chose où tout est intégré, on a un référentiel client unique et tout ce qui se passe avec ce contact-là, par exemple, on arrive à le tracer et puis en faire quelque chose. D'accord. Maintenant, dans le cas des grandes entreprises, c'est plus compliqué, parce que dans le cas des grandes entreprises, ça dépend un petit peu de la dette technologique qu'ils ont, ça dépend de ce qu'ils ont comme système ancien, ça dépend de l'état de leur système transactionnel. Je te donne un exemple, dans certaines assurances, au Maroc encore, nous avons des systèmes d'information par branche. D'accord. Pas par client, c'est-à-dire que derrière, c'est des branches verticales et on n'arrive pas à concilier. Donc, le préalable pour une entreprise, quelle qu'elle soit, pour pouvoir imaginer aller plus loin dans la personnalisation et l'expérience un peu sans couture avec le client d'aujourd'hui, c'est au minimum d'être sûr qu'ils ont ce qu'on appelle un RCU, un référentiel client unique. C'est ça. À partir de là, on peut tirer le fil. Mais si on avait d'ailleurs invité une assurance pour prendre part avec nous à ce débat, et j'espère qu'on les recevra une prochaine fois, parce que c'est un secteur intéressant, comme le système bancaire, comme d'autres secteurs, où justement la data est très importante, et l'expérience client, finalement, des fois on se sent un peu perdu. On rentre chez notre banque, chez notre assurance, et puis on sent qu'on n'est pas connu, finalement, et il y a une frustration de fait qui est là. Et aujourd'hui, il y a moyen que je rentre quelque part, parce qu'il y a ces systèmes-là. Ce que tu nous dis, Nabil, c'est que je rentre, et puis on me reconnaît, on sait quels sont les produits que j'ai déjà achetés, et puis donc du coup, mon expérience est complètement différente. Et quand je dis je rentre, soit à l'agence, soit sur les sites web, soit sur l'application. C'est bien cela? Peu importe le canal, c'est omnicanal déjà, par définition. Et je rajoute juste une information, il faut des systèmes qui sont capables de faciliter la captation de la donnée. Et il faut aussi des systèmes qui sont capables de faciliter l'analyse de cette donnée et la prédiction. Donc, c'est deux grandes familles de technologies. Donc, c'est ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, et ça, je pense que j'ai bien compris quelque chose aujourd'hui. Donc, il y a un enjeu très important de capter la donnée, aller la trouver et la capter, la stocker quelque part pour qu'elle soit utilisable. Et puis, le deuxième enjeu, c'est finalement l'analyser, la traiter pour en sortir quelque chose d'intéressant. Et puis, vient le troisième bloc, ce que Othman et Badra nous disaient, c'est finalement qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on pilote l'utilisation de ces données-là dans les actions marketing. Excellent. Ben, les amis, je vous remercie pour ces échanges très riches, Makan-Strauch, comme on dit. Et on va passer donc à la troisième rubrique de notre émission, le case study du GAM.
Jusque-là, Marjan proposait déjà un ensemble de services. Et l'enjeu pour nous aujourd'hui était de capter tous ces services, d'en créer d'autres. Nous avons réussi à avoir une application mobile où nos clients peuvent venir créer leur compte fidélité, avoir accès immédiatement après à tous les avantages de notre programme de fidélité. C'est avoir accès également à tous les catalogues promotionnels des deux enseignes, et Marjan Market. Nos clients peuvent commander soit pour eux-mêmes, soit pour leurs proches, et se faire livrer leurs commandes, soit en express, donc tout de suite après, une quarantaine de minutes, soit également en programmé, où ils pourront choisir le créneau de leur choix le jour même ou le jour suivant. Si je devais mettre quelques chiffres qui résument un peu le succès de tout cela, c'est aujourd'hui nous sommes fiers que nos plateformes technologiques, digitales, que ce soit le site, mais surtout l'application mobile, soient utilisées de manière très régulière par plus d'1 million de clients. Deuxièmement, sur l'activité de course en ligne, il y avait un véritable enjeu de rendre disponible la majeure partie de notre offre magasin. Et nous sommes contents aujourd'hui de voir qu'il y a plus de 10 000 produits qui sont commandables en ligne et toujours livrables. Et enfin, et c'est probablement le plus important sur ce registre en termes de chiffres, c'est qu'on a commencé il y a 2 ans. Donc il y a déjà 1 an, 12 mois après, l'activité de e-commerce représentait schématiquement l'équivalent de 3 supermarchés, Marjan Market, et aujourd'hui, donc 2 ans après, 5 supermarchés. Donc pour la partie process, il y avait un véritable enjeu pour créer un ensemble de nouveaux process pour s'adapter à tout ce programme de transformation, ou bien de prendre des process existants et de voir comment il fallait les aménager, les réadapter. Je commence par le client. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, nous avions des tickets de caisse, beaucoup de tickets de caisse, sauf qu'ils étaient anonymes. Aujourd'hui, grâce à notre programme de fidélité, le client est identifié. Et du moment que le client est identifié, on bascule d'une logique produit-prix, quelque part, à une logique de client. Il y a un deuxième aspect, quand on parle de l'activité de e-commerce, c'est comment préparer une commande dans un magasin qui sert d'abord, parce qu'il est là pour ça, pour servir des clients physiques. Il a fallu créer des logiques d'adressage des produits qui sont dans le e-commerce. Des logiques de ce qu'on appelle le picking, des chemins et comment on optimise les chemins de préparation pour retrouver facilement pour un picker ou un préparateur ces produits. Il a fallu également revoir tout l'écosystème logistique d'un ensemble de partenaires qui nous accompagnent sur les modes de livraison, que ce soit programmé ou l'express, mais qui travaillent avec notre propre technologique. Si on devait retenir 2 chiffres là-dessus, alors sur la fidélité, aujourd'hui on a un programme de fidélité, on trouve plus de 2 millions de clients ou de foyers membres. Ça, c'est très appréciable. Il y a un deuxième aspect, je pense, ou chiffre à retenir sur la partie e-commerce, sur la logique de préparation. Aujourd'hui, nous sommes capables de préparer une commande, une très grosse commande, en moins de 30 minutes. Mais quand il s'agit d'une commande express, nous sommes capables de la préparer en moins de 5 minutes. Sur la dimension humaine, c'était probablement le pari le plus risqué et le plus délicat. Il fallait intégrer des nouveaux métiers autour du digital et de la data, et donc des nouvelles équipes. Toute la clé du système, c'est comment faire en sorte que ces 2 équipes, ces 2 écosystèmes puissent travailler en parfaite synergie et en parfaite complémentarité. Moi, je suis très content de la dynamique que j'observe aujourd'hui au niveau du groupe, et j'ai envie de dire que c'est certainement une bonne partie du succès qu'on connaît. C'est notre capacité, je pense, à bien capter que c'était un enjeu très important et de créer les conditions pour que ça se passe bien. Et comme je l'ai dit, on est très content des premiers résultats. Donc une expérience très intéressante, très riche. On a appris beaucoup de choses et je souhaiterais vous faire réagir sur un peu ce qu'on a entendu. Qu'est-ce que vous en pensez de cette transformation d'un retailer en acteur du e-commerce avec des perspectives, des challenges, des défis? Un petit commentaire? Je peux commencer. Vas-y, Nabil. Moi, j'ai le plaisir de connaître la marque de l'intérieur, et de les accompagner depuis plusieurs années, de connaître un peu les protagonistes de ce changement. Et je peux témoigner que Marjan a fait un jump en avant qui est juste exceptionnel. C'est un excellent use case, franchement, Marjan. C'est extrêmement complexe comme activité, comme métier. Et je pense qu'arriver en si peu de temps aujourd'hui à ce niveau-là, et surtout se projeter par rapport aux projets futurs, franchement, c'est un excellent use case, Marjan. C'est apprenant, c'est vraiment apprenant ce qui se passe chez eux. Merci Nabil. Badra?
Je connais aussi très bien la marque et c'est un très grand client du CMI et très grand partenaire. Je leur souhaite beaucoup de succès. Je suis sûre que ça sera une success story dont on reparlera encore et encore. Moi, ce que je peux vous dire, juste que post-pandémie, on a vu des habitudes de consommation qui ont énormément changé. Le paiement en ligne aujourd'hui a pris une grande place dans le paiement tout court. Et je suis sûre qu'avec tous les efforts que Marjane a fait, ça sera une belle success story. Merci Bedra. Athmane, un commentaire? Moi, je pense que c'est depuis le Covid, le consommateur marocain a pris certaines habitudes et accepte de se faire livrer, on va dire, directement sans avoir à se déplacer. Ça concerne pas tout le monde. Oui. Par contre, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas forcément le temps et ça adresse un pain point. Et à partir du moment où on résout une problématique pour une partie de la population et vraiment bravo à eux d'avoir fait ça en aussi peu de temps. Je pense qu'on Plus d'1 million d'utilisateurs réguliers de leur application, c'est quand même un acquis non négligeable. Belle réalisation. Je pense qu'on n'a rien à envier aux autres pays, peut-être de niveau comparable. Effectivement, on avait besoin de notre success story marocaine. Je pense qu'il y en a une. Nous en découvrirons d'autres dans les prochains épisodes du Mac du Gam. Merci beaucoup. Merci Bedra d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci à toi Reda, merci à Athmane et Nabil. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être ici. Athmane, merci beaucoup. Merci pour ce partage. Nabil, merci à toi également. Merci beaucoup, merci pour ce beau moment d'échange. Merci. C'était très généreux. Nous avons eu droit à des témoignages très intéressants, très pertinents. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à écouter cet échange. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du Mac du Gam, votre magazine qui couvre l'actualité du marketing, de la publicité, des médias et du digital au Maroc et à l'international. Au revoir.